Mise en garde. La discussion de cette semaine ne remplace en aucun cas la rencontre avec votre médecin et ne vise pas non plus à vous faire dévier des recommandations officielles en ce qui a trait à votre santé et l'utilisation des tests de dépistage. En cas de questions ou de symptômes, consultez votre médecin. Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je reçois pour une deuxième fois M. Louis-Philippe Noël, entrepreneur et fondateur de BioTwin, une entreprise basée sur le concept des jumeaux virtuels et des biomarqueurs biologiques. Depuis notre dernier entretien, BioTwin a ouvert un bureau à Abu Dhabi au sein du Hub 71. Louis-Philippe me fait part des progrès de son entreprise, de ses projets à l'international et des enjeux liés au développement des affaires au niveau local, où les contraintes administratives compliquent grandement la vie des entreprises visionnaires. Également, nous discutons d'une récente lettre d'opinion de Louis-Philippe où il fait part de certaines réserves quant à l'efficacité réelle et les inconvénients du dépistage du cancer du sein. Nous abordons ensuite le potentiel de la technologie de BioTwin à cet égard. Une discussion fort intéressante qui permet de soulever plusieurs questions pertinentes sur l'utilisation et l'efficacité des ressources actuelles et le potentiel des nouvelles technologies. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du balado La santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin, groupe conseil associé à la financière Banque nationale gestion de patrimoine, Rempart Neurophysiologie, Medix, le groupe Tige, Eurofin Environex et Go Mouton. Louis-Philippe, bon matin. Bon matin, Jean-Pierre. Bienvenue, deuxième visite. La première fois, je t'avais visité dans vos bureaux. Ouais, à nos laboratoires. Chez BioTwin. Exactement. Et là, aujourd'hui, donc, je te reçois dans mon studio. Donc, on est en mode vidéo. Donc, bienvenue. Merci. Et on collabore sur d'autres projets, Fondation Digestive, puis on tient au courant de nos allées et venues, là, mais je voulais te parler parce que j'ai vu passer sur LinkedIn un petit article que tu as fait sur le dépistage du cancer du sein. Puis je me suis dit, quelle belle occasion de rediscuter, de refaire le tour de BioTwin, donc puis ensuite de discuter de ta position un peu là, pour le dépistage du cancer du sein, donc en deux étapes. Donc on va commencer, si tu veux, par si tu me résumais à nouveau un peu ce qu'est BioTwin là, pour nos auditeurs qui n'auraient pas eu le loisir d'écouter notre premier entretien, disons. Avec plaisir. BioTwin, on est une entreprise qui crée des jumeaux virtuels humains. Un jumeau virtuel, c'est une réplique d'une entité. C'est une technologie qui vient du domaine manufacturier. Les jumeaux virtuels existent depuis une 60aine d'années dans l'aviation, dans le secteur industriel, manufacturier et autres, où c'est une réplique virtuelle d'une entité, dans le but de prévenir, optimiser, détecter à l'avance différentes conditions. On applique maintenant cette technologie à l'être humain. Donc, on réplique un être humain de manière biologique dans le but de faire de la santé préventive. OK. Tu m'avais dit lors de notre premier entretien qu'un des premiers jumeaux virtuels, c'était la navette Apollo 13. Exactement. Donc, si j'aimais l'histoire, si tu me la relatais à nouveau, disons. Ce qui s'est passé avec Apollo 13, ils ont eu un problème dans l'espace, un problème avec... ils allaient manquer d'oxygène, donc on a reproduit sur Terre la situation dans l'espace pour arriver à trouver des solutions avec les équipements qu'ils avaient. Donc, c'est le premier exemple de jumeaux virtuels. J'aime aussi donner l'exemple des avions. Aujourd'hui, tous les avions dans les airs ont un jumeau virtuel au sol qui les accompagne. Parce qu'on peut prendre 15 vols Québec-Paris,
On n'aura pas le même nombre de passagers, la même météo, la même turbulence. Donc, chaque avion va user de manière différente. Le logiciel va permettre de personnaliser et d'ajuster la maintenance, entre autres, à chacun des avions. Ce qui est intéressant, le jumeau virtuel ne fait rien en tant que tel. Ce n'est qu'un logiciel, mais qui va permettre d'assister grandement les techniciens, les ingénieurs, afin de faire une maintenance plus préventive, d'optimiser. Si on voit un petit quelque chose qui est pas normal ou qui est différent, ben on va l'envoyer en maintenance. Ce qui, au résultat d'Air Canada, peut grandement optimiser sa flotte d'avions. Puis BioTwin, là, où en êtes-vous par rapport à ce que ça pouvait être lorsqu'on s'est parlé il y a plus d'1 an finalement, donc en termes de développement? Puis, Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a livré nos premières preuves de concept. On a eu, je crois, lorsqu'on s'était parlé, on venait de terminer, on était dans le processus d'une étude clinique. Elle s'est terminée. C'est une étude clinique qui touchait plus l'obésité. C'est-à-dire qu'à partir de quelques échantillons, notre jumeau numérique est bâti à partir de quelques gouttes de sang à la maison envoyées par la poste. Ou salive, est-ce que je me trompe? Salive et urine c'est aussi ça. sont possibles. On arrive de manière très précise à détecter l'âge, le sexe, la grandeur à partir de gouttes de sang, ainsi que le poids et surtout la composition corporelle, pourcentage de gras, de muscles, d'ossature ainsi que d'eau dans le corps. Ça a été la première étape qui s'est finalisée et maintenant on est rendu avec notre première évidence médicale. On a plusieurs projets de recherche en cours. Un de ceux-ci, en oncologie, commence à porter fruit au niveau du cancer du sein. C'est un cancer qui est répandu, donc on a eu plus de facilité à avoir des usagers phénotypés qui nous envoient des échantillons. Et ça nous a permis de démontrer qu'on est capable de dépister le cancer du sein. Des femmes, je présume essentiellement, donc, même si le cancer du sein touche l'homme, mais des femmes qui ont le cancer ou qui sont simplement dans un groupe d'âge à risque? On a les deux. Et on a eu un homme qui a le cancer. Okay. Notre intelligence artificielle, malheureusement, on doit lui apprendre à reconnaître certaines conditions. Donc, elle est très puissante et est capable de détecter pratiquement 200 000 biomarqueurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend un certain nombre de femmes qui ont le cancer du sein, à certains stades, certains sous-types de cancer, et on dit à notre intelligence artificielle, développe, reconnaît une signature unique de ces gens-là à partir de leur échantillon. On est rendu avec pratiquement 30 000 échantillons de référence. On dit quels sont les biomarqueurs que tu vois chez ces femmes-là que tu ne vois pas dans le reste des gens. Ce qui est intéressant, BioTwin ne suit pas l'ADN des gens. C'est des plus petits biomarqueurs, un peu comme les hormones, où on est capable de suivre aussi l'intensité. Donc, ça nous fait une signature très précise et c'est ce qu'on arrive à reconnaître ensuite dans les gens pour dire « Oh, on dépiste un cancer ici ». OK. Mais à échéance, pour que les gens comprennent bien, l'objectif serait, si j'ai bien compris, une personne en santé a son jumeau numérique et on pourrait lui dire « Écoute, on voit les marqueurs ou ton profil de ton jumeau se modifier. Tu es plus à risque de développer un cancer du sein au cours des 5 prochaines années. » Est-ce que ça pourrait être... Est-ce que c'est ça que tu entrevois? Ou... Encore plus proche de l'événement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans les facteurs de risque. On est vraiment... Lorsqu'on dit dépistage, c'est parce qu'on laisse le médecin faire la détection. Donc, si Jean-Pierre, tu nous envoies des échantillons sur une base régulière, lorsque ton profil corrèle avec le cancer du sein, on va informer ton clinicien, on va lui dire, le profil de Jean-Pierre a une corrélation de 95% avec notre signature de cancer du sein. OK. Et ton clinicien va dire, oh, Jean-Pierre, on va faire des tests, on va faire une biopsie, on va laisser le clinicien, lui, valider, aller confirmer un diagnostic ou pas. Le but étant, à échéance, finalement, peut-être de dépister moins de gens ou de tester moins de gens, mais d'avoir un plus haut taux de tests positifs, finalement. Oui. Ce qui est un peu l'objet de la lettre que tu as écrite, dont on va parler dans quelques minutes. Là, c'est une belle intro pour ma lettre d'opinion. Oui, c'est ça. Où on parle de la mammographie. Mon opinion, c'est un très mauvais outil de dépistage. Pour ce qui est de la détection, la mammographie est quand même bien, mais au niveau du dépistage, sur 1000 mammographies, on ne détecte seulement que 5 cancers. Malheureusement, on en cause 1 par la radiographie. On a 100 cancers qu'on détecte qui ne sont pas de vrais cancers, qui sont des faux positifs, et il y a entre 60 et 200 cancers qu'on ne détecte pas. Donc, on parle d'un taux de succès de 0,5%. Donc, 99,5% des mammographies sont faites inutilement en dépistage.
Donc, c'est ce que BioTwin vise de remplacer ou d'optimiser. C'est-à-dire que nous, on va être capable d'offrir à toute la population de notre technologie et d'aller dire, tel individu, même si c'est une femme de 25 ans, si elle a un profil, elle devrait faire une mammographie ou deux, ou possiblement une biographie, une biopsie, parce qu'on lui détecte un profil. Donc, c'est ça. On va y revenir dans quelques instants, mais j'aimerais que tu me parles un peu des récents développements, parce que tu es toujours entre deux avions, là. Tu passes beaucoup de temps aux Émirats arabes, donc qu'est-ce qui t'a amené donc, à Abu Dhabi, là, donc, On a eu la chance d'être invité et d'être sélectionné par le gouvernement des Émirats arabes, Abu Dhabi plus précisément, qui ont un grand intérêt envers notre technologie. Donc, ils nous ont invités, ils ont un programme qu'on appelle le Hub 71. Donc, on voit à l'écran là, dans le moment. Là. Exactement. Donc, c'est une dizaine d'entreprises sur 1500 qui sont sélectionnées. Ils nous offrent des bureaux, un appartement, ils nous offrent des visas pour nos employés et bien sûr, ils nous offrent aussi de l'argent pour s'installer. Et ce qu'il y a d'intéressant aux Émirats arabes, c'est un des meilleurs systèmes de santé au monde. Ils ont les moyens de leurs ambitions, on s'entend. C'est un des seuls endroits au monde où on paye à leurs citoyens la médecine de mode de vie, le lifestyle medicine, qui est le seul champ de médecine où on travaille à garder les gens en santé au lieu de régler un problème. Fait que c'est intéressant. On a d'ailleurs lancé un projet pilote avec eux à ce niveau-là. Et une des raisons pour lesquelles on est allé là-bas, c'est la très grande rapidité de leur innovation. Les Émirats arabes ont été le premier pays à approuver les vaccins COVID de manière scientifique. En même pas 3 mois qu'on est là-bas, on a pratiquement sécurisé, on devrait l'annoncer bientôt, un projet pilote de notre technologie. Donc, on ne parle pas d'un projet de recherche, on parle d'un projet pilote de dépistage du cancer du sein, endossé par le département de la santé là-bas, qui, eux, veulent voir notre technologie commercialisée, mise en place. Et le dépistage du cancer du sein, c'est le premier d'une centaine de maladies et états de santé que BioTwin vise. Pourquoi le choix du cancer du sein comme premier sujet à cause de, j'imagine, l'incidence, déjà l'importance peut-être sur la place publique aussi, j'imagine, c'est plus facile à vendre que le dépistage d'une maladie plus rare peut-être? Ou... on a, en termes de conditions médicales, l'oncologie, le cancer touche à peu près tous les gens, indirectement ou directement. Donc, on s'est attaqué à 6 cancers, 4 cancers les moins détectables. On parle de côlon, pancréas, poumons ainsi que ovaires qui sont très durs à détecter, où la technologie de BioTwin peut avoir un impact majeur si on arrive à les détecter avec notre technologie. Et on a choisi les 2 autres sont les plus communs. Donc, la prostate et le cancer du sein. Et comme on a eu beaucoup de gens qui sont présentement atteints du cancer, ça nous a aidé rapidement à créer une première signature. OK, c'est bon. On va faire un petit tour d'horizon. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ton environnement de vie à Abu Dhabi. Donc, tu as des petites photos à l'écran, donc, parce que ça... L'environnement de travail, les relations avec les politiciens, tout ça, comment... ou avec le réseau de la santé, disons, globalement, là, tu sais. Ce qu'on voit à l'écran, c'est... ça a été pris une soirée à Riyad, en Arabie Saoudite, qui est à même pas 1 heure de vol, avec un de nos employés, Mohamed, et l'ambassadeur en Arabie Saoudite, qui est l'ancien ambassadeur du Canada à Dubaï. C'est incroyable. C'est dur à décrire comme environnement. C'est très dynamique. Ça me fait penser à un mélange de New York et Silicon Valley. OK. C'est très facile d'avoir des préjugés, mais une fois qu'on est sur place, qu'on le vit, c'est un environnement de travail. Je dois facilement faire des 14-15 heures par jour, mais de grand plaisir. OK. Je me rappelle, on s'est parlé, je pense, à 1 heure du matin pour moi, lors d'une rencontre. Je fais mon 9 à 5, mais lorsqu'il est 5 heures là-bas, il va être 9 heures ici. Donc, ma journée commence avec le bureau, mais c'est un plaisir. L'environnement, on a des bureaux collaboratifs. Le nombre d'entreprises qui sont innovateurs, les Émirats ont fait un bon travail de rassembler les compagnies les plus prometteuses, les plus innovateurs au monde. Donc, on est entouré d'entrepreneurs, hommes et femmes, qui sont visionnaires, qui sont incroyables. Il y a une très belle entraide et collaboration. Moi, je suis à Abu Dhabi. Il y a une différence entre Abu Dhabi et Dubaï. Dubaï va être beaucoup plus extravagant, va être beaucoup plus tourné à plusieurs niveaux, va être très différent. Le bling-bling un peu? Ou... Exactement, okay, exactement. Okay. Plus touristique, plus bling-bling, c'est le mot. Okay. À Abu Dhabi, on se garde une petite réserve. C'est une vie un petit peu plus, on va dire, familiale. C'est très beau. Les plages sont exceptionnelles. La ville est propre. C'est incroyable. Et il y a une rapidité.
au 33e étage de mon appartement. Ouais. Il y a énormément de bâtisses en construction autour de moi. C'est pratiquement 24 heures sur 24. C'est incroyable la rapidité de construction. Je viens passer une semaine ici, j'y retourne. Oh, un étage de plus. Est-ce qu'on sent, j'imagine qu'on sent la richesse ou... Oui. Donc, Partout où on va, je présume qu'ils vont avoir des endroits moins riches. J'ai fait un peu de tour, je les ai pas encore trouvés, mais encore là, les Émirats arabes font un bon travail de niveler. Je pense que tout le monde du meilleur de mon opinion, ont une qualité de vie acceptable. Il y a de tout comme poste de travail, mais les gens semblent très bien vivre. Puis qu'est-ce qui vous a amené chez BioTwin à postuler, disons, pour du financement de ce pays en particulier? Comme homme d'affaires, là, comment ça fonctionne? Toi, t'es habitué, là, mais comment on se retrouve à postuler pour avoir du financement des Émirats arabes? Il me semble que le saut ne m'apparaît pas immédiat, disons. C'était aucunement sur mon radar, bien que j'étais déjà allé à Dubaï, je connaissais peu Abu Dhabi, je connaissais peu les Émirats arabes, encore moins en santé, parce que moi, je suis un entrepreneur techno. Tu n'es pas du réseau de la santé. Exactement. Je suis allé à une convention, il y a 2 ans, la plus grosse convention en Amérique dans le domaine médical, on peut dire pharmaceutique, qui s'appelle BIO. Et tous les pays sont présents. J'ai décidé d'arrêter au kiosque des Émirats arabes. Le département de la santé était là, j'ai parlé de ce qu'on a fait. Ils ont pris un très grand intérêt vers ce qu'on fait. Dans un congrès, là, où ils t'écoutent sérieusement, puis ils disent, c'est à partir de ça. Oui, puis ça confirme le côté innovateur du pays. Les jumeaux virtuels humains, aujourd'hui, je suis content de te dire que c'est pas juste du BioTwin. Les États-Unis ont pris la charge. Emmanuel Macron, en France, a annoncé un projet public avec Dassault Systèmes sur les jumeaux numériques dans 12 ou 13 hôpitaux. Donc, maintenant, c'est rendu un peu partout. Mais il y a 2 ans, c'était déjà sur le radar des Émirats arabes. Donc, quand ils nous ont parlé et qu'ils ont connu notre technologie, on a un intérêt, ça nous intéresse. On a été 1 an à discuter avec eux. Je suis allé les rencontrer, ils m'ont présenté à des intervenants. Le gouvernement du Canada nous a grandement aidés. On a discuté avec différents, on a rencontré les intervenants du marché. On a vu la grande ouverture et surtout, je dirais, la grande facilité à faire affaire avec eux. Ils nous ont endossé notre candidature pour le programme d'où on a été choisi comme investissement, qui a été un peu la cerise sur le sundae. Mais même sans ce programme-là, on serait sûrement déjà sur place. On a déjà une première entente de signer avec un hôpital à Dubaï et je veux pas... Mon but, c'est pas de faire du Québec bashing, mais si on compare, on a des ententes ici avec des hôpitaux, c'est un minimum de 2 ans lorsque ça va bien et qu'on veut aller rapidement avant de débuter un projet de collaboration avec un hôpital ici. C'est pour différentes raisons qui sont bonnes pour bien d'entre elles. C'est quand même très long. Aux Émirats arabes, on parle de quelques semaines. Ils m'ont demandé, l'exemple que j'aime donner, ils m'ont dit, peux-tu nous envoyer un template, un gabarit d'entente commerciale qu'on peut signer? Je n'ai pas de problème, on a des ententes de 35 pages ici qu'on signe avec les hôpitaux. J'ai un 35 pages, oui, non. Trop long, trop gros. J'ai dit 2 pages, pas plus. Là. Vous êtes sérieux? Et je le confirme, l'entente a été signée, on parle d'un 2 pages et demie, très simple. J'aime dire à la blague qu'il y a des avantages à une monarchie. Ils gardent les choses simples et c'est très facile s'ils doivent tourner à droite, ça tourne à droite, c'est très rapide, c'est pas compliqué. Donc, c'est ce qui est appréciable. Et le nouveau, ça, c'est déjà un projet qu'on a signé. Le deuxième qu'on s'apprête à signer, le pilote, c'est quand même avec la Cleveland Clinic, qui est la 2e meilleure hôpital au monde. Aux Émirats. Ou aux États-Unis? Les deux. OK. La chaîne, en termes de chaîne d'hôpitaux, Cleveland Clinic est nommée 2e hôpital au monde. Donc, on est directement avec le directeur de l'oncologie. T'es un chirurgien, c'est quand même difficile pour des compagnies avoir accès à des cliniciens dans le domaine de la santé pour parler de technologie pour différentes raisons. Là-bas, ils sont accessibles, non seulement ça, mais ils sont intéressés. Et le département de santé va faciliter toute introduction ou toute validation. On a vraiment un écosystème qui est tous alignés pour innover. C'est vraiment intéressant. Alors qu'au Québec, c'est encore embryonnaire, si je comprends bien, les contacts avec le ministère. Ou C'est un des points dans ma lettre d'opinion.
Malheureusement, je vais citer un médecin entrepreneur que j'ai cité dans ma lettre d'opinion qui dit « Le Canada, c'est l'endroit où les projets pilotes vont pour mourir ». Malheureusement, dans le domaine de la santé, c'est dur d'innover pour différentes raisons. Puis c'est pas une raison, il y a énormément de bloquants. Je parle des ententes de 35 pages, c'est long à signer, c'est long à faire. Je vais donner l'exemple de BioTwin, c'est une technologie sans risque, qui est non invasive, qui est très simple. On doit passer à travers les mêmes étapes qu'un vaccin potentiellement mortel. On n'a pas de différenciation. Ça c'est simple, c'est rapide, on va l'envoyer dans un chemin rapide. Alors que c'est normal qu'un vaccin qui peut tuer quelqu'un, qu'on prenne le temps de bien l'évaluer, puis bien d'évaluer les risques. Donc, on n'a pas deux systèmes, on ne s'adapte pas malheureusement. Puis on est souvent très archaïque dans nos méthodes de fonctionner. Puis le meilleur exemple, c'est le dépistage en cancer du sein. Le gouvernement canadien a annoncé que malheureusement, on n'étendrait pas aux femmes de 40 à 49 ans le dépistage automatiquement en mammographie. Ma réponse à moi, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? La solution, ce n'est pas d'étendre la mammographie qui a un taux de succès de 0,5% en dépistage. La solution, c'est l'innovation. Cet argent-là, on parle de pratiquement 70 millions au Québec qu'on investit en dépistage de mammographie pour un succès de 0,5%. Est-ce qu'on pourrait prendre cet argent-là et essayer plein d'innovations différentes? BioTwin en est un exemple. Il y a plusieurs innovations qui sont là qu'on pourrait mettre à profit. Et la grosse différence, et on en utilise également, c'est l'intelligence artificielle. Tout le monde connaît ChatGPT, l'impact majeur que ça a et surtout que ça va avoir. C'est un exemple parmi tant d'autres. Puis, malheureusement, mon opinion de quelqu'un en technologie, le Québec, on n'est pas l'endroit où on génère les innovations majeures. On se compare pas aux États-Unis. On n'est pas un terreau fertile d'innovation. Je le vis. J'ai de la difficulté à lever de l'argent avec des investisseurs. On a à plusieurs niveaux de la difficulté. Je dois donner le crédit au gouvernement, le ministère de l'Économie, le fédéral. Depuis la COVID, sont très, très, très allumés ou vont endosser les initiatives d'intelligence artificielle. Ils ont réalisé que la pandémie n'était pas à la hauteur. Donc, on a vu un changement. Au fédéral. Et au ministère de l'Économie. Okay. Le ministère de la Santé, malheureusement, ce que eux considèrent de l'innovation, moi, je considère ça comme du day-to-day, là. Rempart Neurophysiologie est une entreprise spécialisée dans l'octroi de services neurologiques tels que le monitorage neurophysiologique péropératoire. Plusieurs chirurgies comportent des risques de complications neurologiques graves, mais avec Rempart, ces complications sont réduites à moins de 1%. Rempart est votre ange gardien en salle d'opération. Rempart, c'est aussi des services volants en électrophysiologie médicale. Pour les besoins particuliers de votre hôpital, votre clinique ou votre centre de soins, contactez Rempart Neurophysiologie à info@rempartneuro.ca. C'est à info@rempartneuro.ca. Ben, écoute, il y a peut-être 100 000 raisons pour ça, mais je pourrais imaginer que lorsqu'on est tellement au niveau provincial en santé, dans la micro-gestion, que le ministre de la Santé se prononce sur la fermeture ou sur le débordement dans les urgences, quand il fait ça, il peut pas être en train de faire autre chose, mais c'est peut-être une vision... Il y a beaucoup d'avantages à notre système de santé, d'avoir un système de santé publique, mais... On a des innovations qu'on veut mettre en place, mais si je prends aux États-Unis avec un système privé, ben on peut dire tel hôpital, elle va choisir telle technologie et elle va directement innover. Ben nous, en ayant un système, on n'a pas beaucoup de flexibilité à essayer des nouvelles choses. Et on manque aussi de gens. Il y a beaucoup de limitations, ce qui fait que... Puis c'est un peu malheureux, mais... Un entrepreneur comme moi qui doit se battre pour pousser notre technologie, si on veut suivre des pays comme la France, comme les États-Unis, ben si j'ai les Émirats arabes qui nous proposent des investissements substantiels et surtout qui nous offrent un terrain fertile pour faire grandir notre innovation, c'est dur de refuser. On se bat, on fait tout pour rentrer dans le système, pour changer la machine. Le défi, c'est pas de rentrer dans le système, c'est d'éduquer les gens, de dire, écoutez, l'intelligence artificielle est en train de changer les choses. Est-ce qu'on peut changer le paradigme, voir autrement?
J'imagine que tu parlais de difficultés à trouver des investisseurs. Les gens qui ont de l'argent au Québec, des capitaux, puis qui connaissent le système, doivent dire, mais ça doit être un frein, parce que les gens savent que c'est lourd, c'est difficile d'avancer. Toi, tu es en santé, mais on suit les nouvelles. C'est la même chose en habitation, en construction. On parle de résidence pour personnes âgées. Les promoteurs vont dire que ça prend 2 ans, 3 ans à avoir des permis pour construire. Donc, j'imagine que est-ce que ça freine les investisseurs, ça? La crainte de mettre de l'argent dans un projet qui va un peu, là, risque de mourir au feuilleton, comme tu disais. Ou est-ce que c'est un argument que tu te fais servir, disons? Ou... Je te dirais l'argument numéro 1, puis je te partage mes opinions, qui ne sont pas nécessairement roses sur le marché québécois-canadien d'investissement. On est très peu innovateur au Québec. Le meilleur projet d'investissement qui va se faire financer par des investisseurs externes, c'est de l'immobilier. Parce que tout le monde connaît ça, c'est simple, on a un rendement pratiquement assuré, les gens vont embarquer. Une compagnie comme ChatGPT, selon moi, ne serait jamais faite financer au Québec. Parle-moi d'un Uber, d'un Netflix, d'un Facebook. Ça n'aurait pas eu succès au Québec. On n'a pas un milieu fertile aux innovations majeures. J'en ai des investisseurs. C'est des anges investisseurs qui ont été capables de m'écouter et de dire « Non, ce que tu fais, c'est spécial. Moi, j'y crois. Ça va marcher. » Puis c'est pas au Québec, ça sera ailleurs. Mais les investisseurs typiques, on ne fit pas malheureusement. OK. Si on revenait à vos installations à Abu Dhabi, ça a l'air quand même... tu me parlais de bureau collaboratif ou... Oui, c'est assez incroyable. On est au 16e étage. On a une vue incroyable sur l'océan, sur la ville. On est dans des beaux quartiers d'Abu Dhabi. Ben, tous les quartiers d'Abu Dhabi sont très beaux. Oui. Mais on est situé juste à côté du Cleveland Clinic, qui est un hôpital de 8 ans qui est tellement incroyable. On irait marcher ensemble dans l'hôpital, on se croirait dans un hôtel haut de gamme et non dans un hôpital. Les salles d'attente, c'est des chaises, c'est des lounges, c'est très confortable partout. C'est vraiment différent, c'est une expérience différente. Encore là, ils ont les moyens. Mais ils se donnent les moyens et les innovations qu'ils mettent en place leur permettent d'être proactifs et surtout de sauver énormément d'argent aussi. Okay. Donc, c'est assez intéressant. Les bureaux, on a nos propres bureaux, on a des salles de collaboration. Tous les lundis, il y a un déjeuner qui est offert par les Émirats arabes, donc un déjeuner buffet qui permet de voir tous les intervenants. Et même s'il y a d'intervenants, c'est un peu l'espace collaboratif, il doit y avoir quelques centaines d'entreprises innovateurs, mais le département de la santé s'est ouvert un bureau. On a entre 5 et 15 employés qui sont toujours sur place du département de la santé. Okay. Donc, ils se forcent d'être dans un environnement start-up collaborateur pour suivre qu'est-ce qui se passe, pour parler avec les gens. Fait que ça fait juste témoigner de leur côté innovateur. Ils sont pas dans une tour d'ivoire où on dit, ben non, nous, montez les 150 escaliers si vous voulez venir nous voir. Ils viennent vers nous, ils sont collaborateurs. Et depuis la première fois que je les ai rencontrés à la convention Bio, c'est eux qui m'introduisent à des gens, on préfère ci, on préfère ça. Quand même. Petit scoop sur notre technologie, on a validé à l'interne, donc ce n'est pas cliniquement, c'est pas dans un projet de recherche, on est capable de détecter avec une précision d'environ 70% les gens qui sont en dépression. Parce que dans les gens qui nous envoient des échantillons, on a un questionnaire de santé, donc on demande aux gens différentes informations. On est rendu à plus de 300 individus qui présentement sont dans un état de santé, sont diagnostiqués par la dépression. Notre intelligence artificielle arrive à la détecter à 70%, puis là c'est sans optimisation. On en a parlé avec le ministère de la Santé, il dit hey, « ça, on est intéressé. Mettez-nous ça de l'avant » parce que malheureusement, aux Émirats arabes, la dépression n'est pas quelque chose que les gens vont parler ouvertement. Okay. Donc, de trouver une manière de la détecter à partir de biomarqueurs sanguins, ce qui ne se fait pas, c'est un avantage intéressant. Moi, juste préciser, j'ai dit détecter. BioTwin aide à la détection, techniquement. OK, c'est bon. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervetlours.com.
www.fairevelours avec un s.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Puis, on parlait de technologie, donc tu me parlais d'un centre de contrôle. Ce qu'on voit ici, qu'on voit à l'écran, là. J'ai le goût de dire c'est l'hôpital du futur. Mais c'est pas le futur, c'est le présent, c'est directement en place, c'est le dashboard, pour ne pas avoir le terme français, le tableau de première contrôle ligne. Ou tableau de... Exactement, de tous les soins de première ligne. Donc, ce qu'on voit, c'est tous les hôpitaux et en temps réel, chaque individu qui rentre à l'hôpital à l'urgence, quelle est la cause, quelle est la provenance? Est-ce qu'il est rentré par lui-même? Est-ce qu'il est rentré en hôpital? Et ensuite, une fois qu'on a la cause, qu'est-ce que c'était? Donc, ça permet d'avoir, pour le département de santé, voir, est-ce qu'on manque d'effectifs à un endroit? Et même si un hôpital manque d'effectifs, on les met en télétravail. Donc, ça, c'est le centre de contrôle. Ils ont des médecins sur place qui peuvent faire de la télémédecine. Donc, un hôpital en région, on dit, il y a énormément de gens, on manque de gens. Les infirmiers sur place vont vous connecter avec un médecin en télémédecine qui, lui, va s'assurer de vous diagnostiquer ou de dire les prochaines étapes. Même chose. Et même, il y a des équipements de haute performance à certains endroits. On n'a pas de médecin pour les faire fonctionner. Les médecins sont à distance. Vont donner les instructions aux infirmières, aux techniciens sur place. Ils ont vraiment optimisé leurs ressources. Puis ce tableau-là, on a un exemple. Ils sont capables de voir en temps réel, qu'est-ce qui se passe? On a l'historique. C'est assez impressionnant. As-tu pu discuter vraiment avec des médecins là-bas sur le fonctionnement du réseau, sur des discussions plus oui. intimes, je dirais, ou personne à personne? Oui, mais Jean-Pierre, je te dirais, t'es un clinicien du système de santé, on se parle, on a plusieurs discussions. Des discussions comme on a ensemble avec des cliniciens là-bas, c'est très facile. Je dirais pas que c'est eux qui viennent vers nous, mais quasiment. J'ai fait une conférence avec le directeur de l'oncologie du Cleveland Clinic, avec qui on collabore, qu'on voit présentement à l'écran. Non seulement suite à cette conférence-là, on a eu des conversations, il a accepté, il est co-auteur de notre publication. On vient de soumettre à Nature Communication une publication sur le dépistage du cancer du sein avec les jumeaux numériques. Il a décidé de l'écrire avec nous, toute la partie plus oncologie, le potentiel. Malheureusement, je pense que je ne peux pas te nommer un directeur de l'oncologie d'un hôpital à Québec ni à Montréal, bien que j'en connais. Mm-hmm. J'ai pas eu l'occasion de leur parler. Et j'ai déjà essayé dans le passé. J'ai pas de retour de courriel, j'ai pas de retour d'appel. Tandis qu'avec eux, c'est vraiment différent. Le système de santé, ils sont très allumés sur les innovations. Ils veulent parler aux innovateurs, ils veulent parler aux entrepreneurs pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Puis même, ils veulent aider. Moi, il a participé avec nous, puis il n'a pas eu d'échange d'argent. Là, lui, ça lui fait plaisir de nous aider. Mm-hmm. Ah, mais, écoute, intéressant. J'ai hâte de voir la suite donc, des développements, mais ça a l'air... Est-ce que, en terminant peut-être sur ce sujet, avant de parler un petit peu plus de ta lettre d'opinion, est-ce que les gens qui te voient partir à l'extérieur comme ça, dans le monde des affaires, c'est vu comme quelque chose de positif, là, certainement? C'est pas comme... C'est très positif. Les gens disent, tu t'en vas, tu quittes... Même... Je pense qu'on n'a jamais eu autant de crédibilité au Québec depuis qu'on est parti à l'extérieur. C'est un saut de validation. C'est quand même très crédible, les Émirats arabes, là, 71. Donc, mais c'est malheureux de devoir aller à l'extérieur pour mieux faire affaire au Québec. Mais oui, c'est vu d'un point de vue très positif. Au niveau des investisseurs, ça nous a ouvert la porte. On est en train de lever une prochaine ronde de 50 millions. N'importe quel investisseur québécois ou canadien, je te dirais pas qu'on va rire de moi, mais voyons, on peut pas lever 50 millions, ça n'existe pas. Aux États-Unis, c'est des choses qui se font, c'est du standard. Aux Émirats arabes, je te dirais pas que c'est eux qui nous l'ont proposé, mais c'est en discutant avec eux. C'est pas compliqué, des chèques de 10 millions, ils font pas ça. Les gens avec qui on parle, eux, 50 millions, c'est
pas autant d'argent que ça représente pour nous. Donc, c'est plus facile. Et on a aussi de bons partenariats. Depuis qu'on s'est parlé, on est rendu très, très proche avec Microsoft, qui est un très bon et gros partenaire avec nous, qui facilite aussi beaucoup de choses dans notre déploiement. Puis, au niveau familial, là, le fait de... Tu es parti... Ça fonctionne, il me semble que tu es tout le temps parti. Oui, je voyage beaucoup. J'ai pas d'enfant, ça aide. Donc, j'ai une copine très compréhensive, mais qui a aussi apprécié venir passer 3 semaines avec moi. Donc, il y a seulement du positif pour l'instant. Exactement. Excellent. Medix simplifie la facturation médicale des médecins spécialistes, anesthésiologistes, internistes, pneumologues et bientôt les chirurgiens. Grâce à une application mobile conviviale et une expertise personnalisée, Medix fait une différence réelle dans la vie des médecins. Sauvez du temps, réduisez les erreurs et optimisez vos revenus avec Medix. Medix est fier de desservir plus de 60% des anesthésiologistes du Québec. Pour toute question, n'hésitez pas à visiter notre site web à www.medix.com www.medyx.com ou téléphonez au 514-548-2500. Ta lettre d'opinion sur le cancer du sein vient au bon moment. J'imagine que c'était voulu de ta part parce qu'il y a beaucoup de pression au niveau canadien pour étendre le dépistage aux femmes à partir de l'âge de 40 ans. Puis, je dois te dire que dans la communauté chirurgicale, c'est quelque chose qui est débattu à l'interne aussi beaucoup. Là. Puis, ce qui me surprend beaucoup dans le dépistage du cancer du sein, c'est qu'on ne puisse pas avoir une position claire, même de la part des autorités scientifiques. Là, je regardais la Société canadienne du cancer qui fait énormément de pression pour étendre le dépistage à partir de l'âge de 40 ans. Là, il y a une lettre qui a été émise récemment, alors que le groupe canadien, groupe canadien d'études canadiens sur les soins de santé préventifs ne le recommande pas. Donc, à l'intérieur même du pays, si tu veux, là, donc on a des autorités techniquement crédibles qui sont pas capables de s'entendre. Puis je pense que les gens s'entendent même pas sur quels sont les buts du dépistage ou même comment mesurer l'efficacité d'un programme de dépistage. Donc, on va peut-être en reparler un petit peu. Mais long préambule, mais je me disais, avais-tu peur de te mettre un peu la main dans un engrenage? Parce que le cancer du sein, c'est c'est un sujet délicat, sensible, politisé. Donc, en parlant de ça, as-tu peur ou tu te dis non, c'est le moment? J'ai pas peur, puis je vais y aller à fond sans me faire plaisir. Ma seule crainte ou ce que je fais attention, c'est vraiment de bien me positionner. Je suis pas un médecin, je suis pas un radiologue, je ne suis pas une femme non plus, bien que les hommes peuvent avoir le cancer du sein. Je suis un entrepreneur technologique. Donc, c'est important pour moi de bien me situer. La donnée, je pense qu'il faut faire la distinction entre les données et les émotions. On veut tout faire pour sauver un cancer. Si vous connaissez quelqu'un, ma tante est morte d'un cancer du sein l'année passée. Elle était à risque. Donc, elle était le mieux que le gouvernement peut faire. Lorsqu'on est à risque, on te suit de près. Malheureusement, son cancer n'a jamais été détecté. Elle faisait ses mammographies à chaque année. On l'a détecté parce qu'elle avait un mal de gorge. Puis on s'est rendu compte que son cancer du sein était généralisé, était rendu dans la gorge. Quelques mois après, elle est morte. Elle a 3 filles. Mes 3 cousines, je leur dis quoi? Vous êtes à risque. Le mieux que le gouvernement a pu faire pour votre mère, c'est rien. Ben, c'est rien du tout, malheureusement. Donc, mon point... pourquoi est-ce que le Canada n'a pas étendu? C'est parce que la donnée ne parle pas pour elle-même. Les coûts... Tout à fait. Puis ce que je vais donner comme chiffre, c'est principalement pour les femmes en haut de 50 ans. Étendu à 40 ans, on en détecte encore moins de cancers. Donc, la mammographie n'est pas la solution. Mais il y a un besoin de dépister. J'ai une amie à moi qui a une masse cancéreuse sur le sein à 26 ans. On fait quoi pour les femmes dans la trentaine, pour les femmes dans la vingtaine? C'est peut-être plus rare, mais c'est encore présent. Puis, tu sais, moi, j'aime croire que c'est plus triste de perdre une femme de 25 ans au cancer que d'en perdre une de 75. Tout est relatif. Mais
Donc, la solution, c'est l'innovation. Il y en a des technologies. BioTwin est un exemple parmi tant d'autres. Mais les budgets qu'on met en dépistage, ça coûte cher, là, faire une mammographie, là. Une patiente doit se déplacer, doit aller à un établissement. On doit rembourser les frais. Il y a des techniciens. Il y a quand même des frais. Et il y a beaucoup d'erreurs avec la mammographie. On a parlé des chiffres. Mon point, c'est si on prend une partie de ce budget-là et on le met à l'innovation. Il y a des innovations qui n'ont pas de risque. Testons-en. Puis le but, comme on fait aux États-Unis ou ailleurs, c'est correct d'avoir des échecs. C'est correct d'avoir... Notre technologie a fait ses preuves. Moi, je suis prêt à la déployer, puis je suis confiant qu'au minimum, on est égal à la mammographie. Mais grâce à l'intelligence artificielle, la précision va s'augmenter en quelques temps. Puis quelques temps, on parle de mois. Mais il y en a d'autres aussi, des solutions. Parfait. Faut mettre une culture d'innovation. Puis innovation veut dire essai-erreur. Tu parlais des chiffres tout à l'heure. Donc, souvent, je pense en santé, dans le domaine du dépistage, la façon dont les chiffres sont véhiculés, souvent, ça introduit toutes sortes de biais. Là. Par exemple, les gens vont dire que le dépistage ou telle approche diminue la mortalité de 50%. Mais là, il faut toujours se demander quelle est la mortalité associée. Donc, si vous avez une mortalité de 2 sur 1000, disons, puis là, vous tombez à 1 sur 1000, vous allez dire, la mortalité diminue de 50%, mais en valeur absolue, c'est un seul décès. Donc, puis la citation que je mets à l'écran, je pense que Glenn Thériault, c'est vraiment là, très, très reconnu. Là, ça dénote un peu le faible impact du dépistage, donc classique à partir de l'âge de 40 ans, mais c'est tellement un sujet qu'est-ce qui fait que des pays ou des provinces vont l'offrir à 40 ans? Ils ont peut-être plus les moyens parce que c'est une question de coût. Est-ce que c'est rentable? Comme j'ai dit, pour 1000 cancers, on va causer... pour 1000 mammographies, on en cause un cancer par la radiographie, par la radiation, pardon. Donc, il y a quand même des risques associés à ça. Fait qu'est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut extrapoler à tout le monde? Je pense que non. C'est place à l'innovation et il y en a des possibilités, des technologies d'innovation. Moi, je pense que la solution se trouve là. Puis la mammographie comme test de détection, de diagnostic, c'est parfait. Si on vous suspecte d'avoir un cancer, faisons une mammographie. Faisons-en 2 au besoin ou allons faire une biopsie. La mammographie a sa place. Mais en termes de dépistage comme outil de première ligne, c'est horrible. Tout à fait. Ce que je trouve aussi difficile, je me place du point de vue des cliniciens, là, il y a beaucoup d'outils ou de guides de pratique en dépistage qui recommandent aux femmes, là, parce qu'on parle du dépistage du cancer du sein, de demander de l'information à leur médecin traitant, de discuter, mais c'est un sujet tellement difficile. Je me mets dans la place du médecin de famille qui devrait informer sa patiente sur les bénéfices et les risques du dépistage. Ça s'en va tellement dans toutes les directions. En préparation de notre entrevue, je faisais un peu de recherche, puis j'ai quand même un certain background, on va dire, là, puis j'avais de la difficulté à me faire une tête là, sur les faux positifs, les faux négatifs. Il y a un paquet d'éléments, puis même à la base, il faut s'entendre comment mesurer l'efficacité d'un test de dépistage. C'est pas parce qu'on déteste plus de cancers dans la population que l'outil est utile. Il faut que les gens comprennent que c'est simplement peut-être qu'il y a un biais, là, donc ça ne change pas nécessairement la mortalité. En bout de ligne, un outil de dépistage pour le cancer, ça doit diminuer la mortalité à long terme. Le but, c'est pas de trouver plus de cancers. Effectivement. C'est compliqué, là. Puis c'est tellement politisé. Puis même, je regarde la Société canadienne du cancer, j'ai sorti ça juste pour... sur le site de la Société canadienne du cancer, on parle d'une dame, là, j'imagine que c'est une histoire vraie, donc, qui a eu le cancer du sein, puis qui n'avait pas été dépistée. Puis on cite même la dame qui, elle dit, puis on met ça sur le site de la Société canadienne du cancer, que si on peut aider même une personne à détecter son cancer, pourquoi ne pas le faire? Comme mesure de santé publique, ça m'apparaît un argument qui est énorme. Moi, j'ai une réponse à ça. Comme 10 000 personnes. L'exemple que tu nous montres là, c'est anecdotique. C'est une personne qui dit à 40 ans, mon médecin m'a pas envoyé faire de mammographie, puis 4 ans plus tard, j'ai détecté une bosse. C'est exactement dans ton... Donc, malheureusement, on a des ressources et des budgets limités. Si on pourrait l'offrir à tout le monde, j'ai pas de problème avec ça. Je suis plus ou moins je t'interromps parce que ça pourrait être délétère. Même si on peut l'offrir, il se pourrait qu'on nuise à plus de personnes que le nombre de personnes que l'on aide.
Donc, j'ai une réserve sur l'argument simplement des ressources. Ça peut globalement être nuisible. Écoute, je suis d'accord avec toi. Parce que, la mammographie, il y a un risque. Comme je dis, sur 1000, on cause un cancer. Mais si on focus trop sur la mammographie, peut-être qu'on ne verra pas d'autres choses que la femme de 40 ans peut avoir ou quoi que ce soit. C'est pas la solution. Moi, tu as amené un bon point. Le médecin de famille, qui est de première ligne, qui, lui, se fait poser 1001 questions, il ne peut pas être expert dans tout. Non. Merci à ChatGPT, qui peut grandement l'aider, ou nous, en tant... Je ne sais pas si tu as fait le test, là, mais j'avais une lésion sur la lèvre, j'ai pris une photo, j'ai demandé à ChatGPT qu'est-ce que c'est. Petit, j'ai le terme anglais, là, mais voici, mets de l'eau avec du sel, ça va se régler, tout. Wow! Incroyable! On a besoin de mieux équiper nos professionnels de santé, de les aider avec la technologie. L'intelligence artificielle peut aider. Et cette femme-là, elle a quand même détecté la masse par elle-même. Donc, je veux dire, ça reste la solution numéro 1 qu'on recommande cancer du sein. Femme, faites-vous des auto-examens. Femmes et hommes, faites des auto-examens. C'est un mix de solutions. Je suis pas sûr que c'est une recommandation officielle, par contre, l'auto-examen. C'est peut-être... C'est ça, donc... je pense que ça a été retiré des recommandations, mais ça ne veut pas dire de... Encore là, ça ne coûte rien, là, mais... C'est le point que tu me ramènes à l'ordre. Moi, je ne suis pas le médecin. Non, mais honnêtement, je ne suis pas un expert, mais j'aurais sûrement peut-être l'occasion d'avoir vraiment quelqu'un, mais il y a tellement d'éléments là, dans... Puis là, on parle du cancer du sein, puis effectivement, à partir le dépistage du cancer du sein à partir de l'âge de 40 ans. Alors, puis nous, moi, je suis plus proche du dépistage du cancer du côlon et du rectum. On est en train de mettre en place au Québec un programme de dépistage sur le cancer du côlon, là, dans des conditions qui m'apparaissent sous-optimales là, en termes d'accessibilité. Puis on commence à 50 ans, alors que nous, on le sait. Là, et donc, le taux de cancer du côlon et du rectum est en hausse chez les patients en bas de 50 ans. Puis aujourd'hui, en 2024, on met en place le programme de dépistage pour les patients à partir de l'âge de 50 ans. Donc, on est en train de mettre en place un programme aujourd'hui, en 2024, qui est déjà obsolète. Ouais. Parce qu'on touche pas les gens à partir de 40 ans. Puis la hausse, il va y avoir une très haute proportion de gens dans la quarantaine avec des cancers du rectum dans les prochaines années. Quand j'étais résident, moi, lorsqu'il y avait un patient avec un cancer du côlon ou du rectum dans la trentaine, dans la quarantaine, Louis-Philippe, on en parlait pendant des semaines. Parce que c'était rare. C'était rare. Là, aujourd'hui, à la clinique d'oncologie, là, le mardi, on en présente à toutes les semaines. Alors, c'est pour dire le décalage parfois entre... tu parlais de la lourdeur de nos systèmes. Là, on va mettre en place tout ce système-là pour le cancer du côlon à partir de 50 ans. C'est obsolète déjà. Le programme est déphasé avant même d'avoir pris son envol. T'sais. Moi, Jean-Pierre, ça me touche que tu me dis là parce que j'ai de la misère à accepter ça. Parce que, surtout dans mon cas, on développe une technologie qui peut drastiquement changer ça. Quand je reviendrai dans 1 an, 2 ans, ce que je souhaite, c'est d'avoir réussi à passer le message, que la technologie se soit étendue à plusieurs cancers et qu'on soit un outil en place qui adresse ça. Que tout homme ou femme de 30 ans qui va être suivi pour le cancer du côlon, qu'on soit capable de les dépister, qu'on soit capable de les aider puis que rapidement on les prenne en charge. Mm-hmm. Notre technologie, elle peut le faire. On est à quelques mois, quelques années de s'étendre à plusieurs types de cancers et autres, mais j'espère que quand on va se reparler, je vais être capable de dire « Bonne nouvelle, j'ai été capable de parler aux bonnes personnes. » Et aux Émirats arabes, je suis pas inquiet. Mais je veux dire, je suis Québécois, j'ai grandi à Québec toute ma vie. Est-ce qu'on peut offrir ça aux Québécois, aux Canadiens, la technologie qu'on crée dans notre pays? C'est ce que je souhaite. J'aurais tendance à penser que ça va prendre plus d'agilité. Là. Si ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Là. Donc, j'essaie d'imaginer, disons, on dirait... On commencerait à dire, je reviens au programme de cancer, dépistage du cancer du côlon, on dirait, finalement, il faut baisser de 50 à 40. Combien de temps ça prendrait à changer ça? Je te donne un exemple, Jean-Pierre. On a un projet de recherche en diabète avec un hôpital. Ça va très bien. On a une belle collaboration, on adore. On décide de changer. Nous, c'est une goutte de sang que le patient nous donne à la maison. Au lieu d'en faire 1 par semaine, on change à 1 par jour. C'est simple. C'est un kit qui part à la maison. Donc, on fait juste changer nos instructions. Donc, l'infirmière a simplement à donner le kit avec la nouvelle instruction qu'on a tout changé. Donc, aucun besoin. Je pense que ça a pris 3 mois. Je ne suis pas certain que c'est encore approuvé. Il faut repasser par le comité éthique. Ça va nous coûter 2500 $ juste pour faire changer un petit détail dans l'instruction. C'est comme changer une virgule.
Mais c'est ça, notre système de santé au Québec. Ça prend un comité éthique pour approuver un ci, un ça, un ça. On n'a pas... Personne ne veut prendre de risques. Personne, on aime mieux... je ne sais pas si tu connais l'expression en technologie, on dit personne ne s'est jamais fait mettre à la porte pour avoir choisi Microsoft versus une autre compagnie. On va vers les choses simples et faciles. Donc, mais l'innovation ailleurs... Ma conclusion que le bureau d'innovation, c'est OK, je pense que la meilleure façon de rentrer au Québec, c'est d'aller faire nos preuves ailleurs, puis ensuite de revenir. Okay. Mais c'est malheureux. Les conseillers sectoriels du ministère de l'Économie m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit, Louis-Philippe, fais comme les autres entreprises. Va vendre aux États-Unis, puis ensuite tu reviendras vendre ici. Oui, mais est-ce qu'on peut s'aider? Je veux dire, est-ce qu'on peut... Comment d'argent on dépense le ministère, puis on veut innover? C'est un peu mon cri du cœur dans ma lettre d'opinion, de dire, regarde, je fais un appel aux gens, et j'ai une certaine écoute. Je le confirme, le ministère de la Santé, le ministre de la Santé a ouvert une oreille. Le ministre de l'Économie, M. Fitzgibbon, nous a grandement aidés, supportés. Donc, il y a une volonté politique, mais il y a une limite à ce que le politique peut faire. C'est ce qu'on va voir. Es-tu à la merci un peu des changements de gouvernement? Donc, il y a une élection fédérale qui s'en vient probablement. Donc, est-ce que pour toi, comme homme d'affaires, c'est une inquiétude de dire si on change de gouvernement, je peux être obligé de recommencer à zéro? Ou le niveau de discussion que tu as est plus au niveau, disons, de la fonction publique, il y a moins de fragilité? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse parce que je n'ai pas encore... À BioTwin, je n'ai pas vécu les changements de gouvernement. Tant au fédéral qu'au provincial. Exactement. En fait, à mon ancienne entreprise que j'ai vendue par le passé, j'ai vécu plusieurs gouvernements. Au niveau des fonctionnaires, au niveau du ministère, la ligne est souvent la même. Donc ça, c'est pas un problème. Mais présentement, l'innovation qu'on a, on a besoin d'une volonté politique. Je te dirais qu'il y a une inquiétude... la santé, c'est plus provincial. On a eu énormément de support du ministre Duclos fédéral. Donc, on va voir, mais j'aurais tendance à croire que la volonté politique, lorsqu'il y a une innovation, quelque chose qui peut aider, elle est là. Mais il faut bien sûr recommencer à chaque fois qu'il y a un changement. Écoute, mon cher, ça fait quand même un bon tour d'horizon. J'ai envie de te laisser sur... tu me parlais de l'environnement, donc si tu me décrivais un peu... Là, on est à... Abu Dhabi. À la plage ou oui, on est... Qui est sur le bord de la ville ou Oui, il y a une route sur le bord de la ville. Moi, mon moyen de déplacement privilégié à Abu Dhabi, c'est les trottinettes électriques. OK. Donc, qui sont un peu partout dans la ville. Donc, j'ai des cartes avec du temps. Je me prends une trottinette électrique. Et ça, c'est sur une piste cyclable. On voit... c'est un hôtel, c'est une chaîne d'hôtels, il y en a plusieurs à Dubaï, ça c'est celui-là qui est à Abu Dhabi. À gauche, c'est une tour d'observation. Donc, c'est la plage, c'est l'océan avec un petit bout d'île là, qu'on voit en face. C'est vraiment beau. La qualité de l'eau, tout ça, c'est bon ou... Elle semble très belle. OK. Donc, je suis pas apte. On voit des gens dans l'eau, écoute. J'aurais aucune inquiétude. Pour avoir grandi dans le fleuve, en face du fleuve Saint-Laurent à Cap-Rouge, j'ai baigné dans le fleuve sans hésitation. Je préfère de loin cette eau-là. On voit à travers. Je me suis baigné. Elle est chaude, mais c'est un bleu. Même les rivières à l'interne, là, c'est bleu, vert, c'est wow. Et on voit... Moi, ce que j'aime, quand on voit à travers, ça donne une certaine indication, là. OK. Écoute, c'est excellent. Ça fait un excellent tour d'horizon. Donc, on va se donner rendez-vous au gré peut-être d'une prochaine publication. Puis je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Puis merci beaucoup de t'être déplacé ce matin. Avec grand plaisir. Merci. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.